Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média, diffusée en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr. Tous les jours, du lundi au jeudi à 19h, on décrypte l'actualité avec nos experts et les reportages de nos journalistes sur le terrain. Et ce soir, on discute de la proposition de loi de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal visant à durcir la justice des mineurs. Ce texte, porté devant l'Assemblée nationale en février dernier, a finalement été adopté mercredi 26 mars en première lecture par le Sénat. Une loi née dans l'urgence, dans l'émotion, suite aux révoltes de juin 2023, risque de transformer en profondeur la justice des mineurs. Au programme de celle-ci, comparution immédiate des 15 ans, remise en cause de l'excuse de minorité, responsabilité accrue des parents, voire même des peines de prison d'1 mois pour des adolescents. Les syndicats de la protection judiciaire de la jeunesse sont vent debout, les professionnels s'inquiètent, les magistrats alertent, mais le gouvernement, lui, ne semble pas vouloir reculer. C'est l'objet de ce débat au cœur de l'actualité ce soir avec Gabriel Catala, député de la 6e circonscription du Val d'Oise, Elsa Marcel qui nous rejoindra un peu plus tard, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, militante à Révolution Permanente, et Mathieu Slama, essayiste et auteur d'Adieu la liberté. Bonsoir Gabriel Catala. Bonsoir Mathieu Slama, merci d'être avec nous ce soir. Et avant de vous donner la parole, comme je disais en introduction de cette émission, la proposition de loi de Gabriel Attal a été adoptée au Sénat. Je vous propose d'écouter un sujet de Lydia Ménez. Elle était imaginée comme une réponse aux révoltes urbaines de juin 2023. Le Sénat a adopté hier la proposition de loi de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal visant à durcir la justice des mineurs. Parmi les mesures les plus dures, on retrouve la mise en place d'une comparution immédiate en justice dès 15 ans et un mécanisme de limitation de l'excuse de minorité. Pour la gauche, ce texte de loi est catastrophique, comme l'ont fait savoir la socialiste Laurence Rossignol et son collègue écologiste Guy Benarroche. Je ne vous ai pas entendu une seule fois rappeler qu'en matière de justice des mineurs, l'éducatif doit continuer de primer sur le répressif. Pas une seule fois je vous ai entendu dire qu'un mineur délinquant était un mineur en danger. Pas une seule fois je vous ai entendu réfléchir et dire voilà, la prison ça ne marche pas, l'incarcération ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que justement baisse la délinquance des mineurs? Tout ce qui vous intéresse, comparution immédiate, peine ultra courte de prison, on va les mettre 15 jours en prison, ça va résoudre quoi? Ça va résoudre quoi, Madame Carrère-Gé, Madame Assisman? Ce texte doit maintenant être examiné par une commission mixte paritaire composée de 7 sénateurs et 7 députés qui auront pour tâche de trouver un compromis entre les deux chambres du Parlement. Alors, on vient d'écouter justement ce sujet. Cette loi, elle a été présentée initialement comme une réponse aux violences urbaines qui étaient venues justement après la mort du jeune Naël. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression ici qu'on réagit plus à un choc médiatique plutôt qu'à une réalité judiciaire? Est-ce qu'on peut dire aussi, avec d'autres mots, que cette loi est là pour punir un peu, elle durcit et aussi elle stigmatise? Oui, bien sûr, c'est une loi totalement répressive. Déjà, la réponse au meurtre de Naël, ça aurait été de réformer la déontologie policière, puisqu'il a été tué par un policier suite à un refus d'obtempérer. Ça aurait dû être une réponse sociale. Là, c'est une réponse de répression, de durcissement qui vise à mettre la jeunesse au pas et qui fait partie d'un continuum de ce gouvernement qui voit les enfants comme des ennemis et comme des êtres à contrôler et pas comme des personnes fragiles en danger. Si on prend toutes les réformes qui ont été faites, l'uniforme à l'école, la réforme de la justice pénale des mineurs de M. Dupond-Moretti, qui était il y a 3 ans, qui a aussi durci le code de justice pénale déjà et qui déroge au principe de l'ordonnance de 45 qui nous dit que l'éducatif doit primer sur le répressif pour les enfants. On a également preuve du mépris pour l'enfance de ce gouvernement. On n'a même pas un ministère de plein exercice. Monsieur Bayrou a mis des semaines à nommer une haute commissaire à l'enfance avec l'accord de M. Macron qui est issu du MoDem et qui est par exemple une femme qui n'a rien dit sur l'affaire Betaram. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'elle a été nommée. On a l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui est paupérisée comme jamais. L'été dernier, on avait ces 500 postes dans la PJJ
qui était supprimée par un gouvernement qui était démissionnaire et qui n'avait pas outre le fait que c'était une catastrophe pour la PJJ qui est déjà en manque de personnel, c'est un gouvernement démissionnaire qui a pris cette décision. Et là, donc, c'est de la surenchère avec finalement une loi qui, encore une fois, est passée à l'Assemblée et maintenant au Sénat avec les voix de l'extrême droite, avec un glissement aussi du vocabulaire vers l'extrême droite. On parle d'ensauvagement des mineurs, on va parler d'excuses de minorité. L'excuse de minorité, c'est un terme d'extrême droite, parce qu'en fait, il n'y a pas d'excuse de minorité dans la justice pour les enfants. Il y a une atténuation de la responsabilité parmi les principes de l'ordonnance de 45, puisque c'est à la fois avoir une justice spécialisée, c'est pour ça qu'on a des juges des enfants, l'atténuation de la responsabilité qui nous dit que les peines doivent être divisées par 2, et ensuite les mesures éducatives qui doivent primer sur les mesures répressives. Là, on prime sur la répression avec la comparution immédiate, c'est-à-dire la justice expéditive, qui devrait d'ailleurs ne même pas exister pour des adultes, dès 15 ans, et encore dans le débat, c'était dès 13 ans. Et ensuite, ils ont fait pour voir le détail, ils ont fait une suspension de séance. Et ils ont décidé que peut-être quand même 13 ans, c'était vraiment inconstitutionnel. Et donc, on allait mettre 15 pour trouver un compromis. Alors que la prison va évidemment conduire à plus de récidives. Il n'y a jamais eu une seule étude qui a démontré que la prison avait des bienfaits pour les mineurs. D'ailleurs, j'ai noté cette phrase de Gérald Darmanin qui disait hier pendant le débat « La prison pour mineurs est quelque chose qui ne leur apprend pas la vie. Manifestement, elle les pousse plutôt vers la délinquance. » Donc il dit ça au Sénat le soir, mais il va aller dire le contraire sur TF1 et France 2 pour continuer dans cette logique répressive. Et c'est dommageable parce que tous les chiffres qu'ils avancent sont aussi des chiffres faux. Quand M. Attal va dire il y a 100 et quelques mineurs, il y a 1000 mineurs qui commettent des infractions, il n'y a jamais eu autant d'infractions commises par des enfants, c'est entièrement faux, puisqu'on parle des personnes poursuivies, mais la moitié ensuite, les faits sont classés sans suite pour absence d'infraction, où il y a un simple rappel à la loi, il ne se passe rien. En réalité, le nombre de mineurs poursuivis et condamnés baisse dans notre pays depuis des années, et c'est les chiffres du ministère de la Justice qui le montrent. Donc le gouvernement devrait davantage se concentrer sur les 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année, les enfants qui sont pauvres, puisqu'il y a 1 enfant sur 5 qui est pauvre dans notre pays, c'est 1 sur 2 à Mayotte, les enfants qui sont tués tous les 3 jours dans notre pays sous les coups de leurs parents, et se concentrer sur la protection de l'enfance et pas sur la répression des mineurs, qui est en fait une technique électoraliste pour montrer les muscles et qui ne sert à rien. Voilà. Réaction, Mathieu. Oui, en fait, je trouve que c'est très intéressant que ce soit une loi qui soit en réponse ouvertement, c'est dit comme tel, donc aux émeutes, ce qu'on a appelé les émeutes, qui étaient aussi d'une certaine manière des révoltes dans les quartiers populaires, après la tragédie de Naël. Et donc, en fait, on sait qui ça vise. C'est une loi qui va viser les quartiers populaires et qui va viser en particulier les jeunes des quartiers populaires. Donc, c'est une loi, d'une certaine manière, qui est, comme vous l'avez dit, stigmatisante, dont les effets vont être... elle n'est peut-être pas stigmatisante juridiquement, dans l'absolu, mais ces effets vont être de facto stigmatisants. Et donc, ça vise très clairement les jeunes des quartiers populaires, dont un certain nombre de politiques, depuis des années, travaillent à en faire des monstres sanguinaires pour nous montrer combien le pays est ensauvagé, combien les banlieues sont des zones de non-droit, etc. Donc on est dans dans un schéma de pensée, dans une rhétorique, dans une politique qui est en fait ultra réactionnaire et qui est ultra stigmatisante. Alors qu'en réalité, c'est une loi qui est d'autant plus choquante que les mineurs qui sont délinquants sont d'abord des victimes, en fait. C'est des enfants en danger, c'est des gens qu'il faut protéger. Et je le dis, j'ai pas peur de le dire, on sait très bien, on est en ce moment dans une époque de discours ultra répressif, généralisé. Je trouve que c'est épouvantable, c'est très grave. Ces enfants-là sont des enfants dont la société est comptable. C'est la société qui est responsable si des enfants commettent des actes de délinquance, commettent des délits, commettent des crimes ou quoi que ce soit. C'est d'abord la faute de la société qui n'a pas su protéger ces enfants, qui a créé les conditions de cette délinquance. On sait très bien que la délinquance elle a des sources liées aux inégalités sociales. Évidemment que c'est lié à ça, la délinquance. Donc, c'est une loi qui va, en fait, accabler encore plus des gens qui sont en danger, des gens qui sont des victimes de la société.
Et donc c'est une loi d'inhumanité, c'est une loi qui va aggraver les choses. Moi, quand j'entends en effet cette question d'envoyer en prison pour quelques jours des jeunes... Alors moi, je pensais qu'on était resté à la version au Sénat de 13-15 ans. Donc ça veut dire qu'à partir de 13 ans, tant mieux si ça a été finalement retoqué, mais enfin, on va mettre des enfants en prison. C'est une atteinte, pour moi, c'est une atteinte aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant, aux droits fondamentaux. Déjà pleines, en plus. Dans des prisons dont, je rappelle quand même que la France est régulièrement condamnée pour les conditions de détention par la CEDH, pour des conditions de détention qui sont indignes. Et on sait aussi, à travers un certain nombre de travaux de chercheurs, de spécialistes, etc., que la prison n'est pas la solution à la délinquance, que la prison a tendance à aggraver le taux de récidive, que en prison, la prison a tendance à briser les gens. La prison est absolument pas la solution. Et donc on favorise... Cette loi est symptomatique d'une époque qui favorise la répression, mais aussi la logique du bouc émissaire, finalement. Parce que je pense que cette loi, elle est aussi pour, vous l'avez dit, montrer les muscles. C'est une loi populiste. C'est une loi qui, en effet, va faire extrêmement plaisir au Rassemblement national, qui certainement l'a votée de vive voix. Et c'est une loi qui, en réalité, vraiment, est une preuve d'inhumanité dans un contexte de répression accrue et dans un contexte aussi où, finalement, les enfants sont vus comme des êtres à dresser, à discipliner. Voilà, on a cité l'uniforme à l'école. Gabriel Attal, son fameux tu casses, tu répares, etc. Un discours des années 50. Enfin, on est retourné 60 ans en arrière dans ce discours. On a l'impression que 68 n'a jamais existé. Et avec aussi, par exemple, le service national, le SNU, pardon. Le SNU qui est... délirant, je veux dire, c'est vraiment pareil, on est retour aux années 50, le patriotisme, on inculque aux enfants l'amour du drapeau, la discipline, quasiment militaire, etc. Tout ça est tout à fait inquiétant, mais c'est aussi le symptôme d'une époque de plus en plus répressive, de plus en plus autoritaire, et dans laquelle les enfants ne sont pas vus en effet comme des personnes à protéger, des personnes mais des personnes à dresser, à discipliner et à punir. Voilà. Et justement, Gabriel Attal a justifié à sa proposition de loi avec les poncifs habituels de la droite, préférant parler de naïveté plutôt que de laxisme. On écoute. Au fond, la question qui nous est posée à la fin de l'examen de ce texte, elle est assez claire. Est-ce qu'on accepte la dérive d'une partie de notre jeunesse? Est-ce qu'on accepte que chaque semaine, maintenant, en France, on apprenne qu'un jeune a tué un autre jeune pour un téléphone portable, pour un mot ou pour un regard? Est-ce qu'on croit vraiment que les jeunes de 2025 sont les mêmes que ceux de 1945 ? Alors que les mineurs, aujourd'hui, sont 2 fois plus représentés dans les affaires de coups et blessures que le reste de la population. Que les mineurs sont 4 fois plus représentés dans les trafics de stupéfiants que le reste de la population. Que les mineurs sont représentés 7 fois plus dans les coups et blessures que le reste de la population. Pour nous, la réponse est non. Une réaction à ces propos de Gabriel Attal? Alors, premièrement, tout ce qu'il dit est totalement faux statistiquement. Et deuxièmement, il devrait, lui qui a été Premier ministre et donc en charge du budget, se préoccuper de pourquoi, lorsque ces mineurs passent à l'acte, qu'est-ce qui a failli dans la société, puisque leur technique est aussi de déresponsabiliser l'État et de mettre toute la responsabilité sur les enfants eux-mêmes ou sur leurs parents, qui seraient les responsables entiers des situations. Par exemple, quand on regarde le suivi des décisions de justice lorsqu'un enfant est condamné ou qu'il est suivi par un juge des enfants pour information préoccupante parce qu'il est victime d'inceste ou de mauvais traitements, la plupart des juges ne peuvent pas faire exécuter les mesures de placement parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs spécialisés, il n'y a pas assez de structures à l'ASE, il n'y a pas assez de structures de placement de foyers. Et je regardais les statistiques du syndicat de la magistrature qui a fait un excellent rapport sur la justice des enfants qui nous dit qu'en fait les juges suivent 800 situations, donc 800 enfants, à peu près 450 fratries, alors qu'ils devraient en suivre 300 pour que ça fonctionne correctement. Et il y a certains tribunaux, ils ont fait une statistique, 77% des juges vont dire qu'ils ont l'impression de rendre des mesures fictives
parce que lorsqu'ils rendent une décision, ils savent très bien que la décision ne sera pas suivie d'effet. Et donc, ils s'empêchent aussi de rendre certaines décisions parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'éducateur en face pour les prendre en considération. Et donc, il y a un certain nombre d'enfants laissés dans la nature qui devraient être suivis dès le plus jeune âge. Et j'en reviens aussi à la situation de l'aide sociale à l'enfance. On parlait des mineurs en danger. Quand on regarde, pareil, il y avait une étude qui avait été faite, c'était en 2013 à Nantes. La moitié des mineurs passés en garde à vue étaient des enfants qui avaient déjà fait l'objet d'une information préoccupante ou qui étaient des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Et on le retrouve ensuite, plus tard, la moitié des SDF, par exemple, dans notre pays, sont des personnes, des gens à la rue, qui étaient des personnes de l'aide sociale à l'enfance. Et donc la réponse qui devrait être apportée, c'est d'avant tout une réponse contre la pauvreté, contre la paupérisation, et ensuite mettre des moyens dans tout ce que la justice peut faire. Là, à l'heure où on se parle, il y a 4000 décisions qui ont été rendues par des juges des enfants qui sont suivies d'aucun effet, parce qu'ils ne peuvent rien faire, il n'y a pas les structures de la PJJ ou de l'ASE sont défaillantes. Voilà. On va juste accueillir Elsa Marcel, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis et militante à Révolution Permanente. Je voulais, avant qu'on poursuivre le débat, une petite question que j'ai déjà posée à Gabriel et à Mathieu. On parlait donc de la loi de Gabriel Attal et j'expliquais que cette loi a été présentée par contre comme une réponse justement aux violences urbaines qui étaient survenues après la mort du jeune Naël, pour reprendre aussi les termes de la majorité gouvernementale. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi l'impression qu'on est plutôt en train de réagir à un choc médiatique plutôt qu'à une réalité judiciaire, et donc ça donne l'impression que c'est une loi qui durcit, qui punit et qui stigmatise? Si, totalement. Enfin, moi, je suis d'accord avec ça. Enfin, peut-être pour parler de la justice pour mineurs. Enfin, je sais pas ce que vous avez évoqué avant. Donc, si je répète ce que vous avez dit, n'hésitez pas à me le dire. Le point de vue d'une avocate. Mais moi, quand j'ai commencé à être avocate, les premiers dossiers pour mineurs que j'ai eus, je pense que je mettais 2 semaines à m'en remettre. Enfin, le concept d'un tribunal pour enfants me traumatisait. C'est-à-dire que même la manière dont sont jugés les gosses aujourd'hui, c'est un truc qui est terrifiant, quoi. Le fait que des tribunaux pour enfants existent, moi, je trouve ça horrible par principe. Et c'est évident que des mineurs qui commettent des infractions, comme on dit, c'est des problèmes sociaux tout le temps, des problèmes de traitement raciste, en fait, des enfants pauvres, des familles de quartiers populaires. Et moi, j'étais traumatisée de comment les juges traitaient les gosses, de comment les juges s'adressaient à leur maman et de comment, effectivement, ils étaient poursuivis. Et notamment pendant les révoltes après la mort de Naël, moi j'ai défendu plein de jeunes et en fait il y a eu beaucoup de mineurs qui ont été poursuivis, pas parce qu'ils commettaient des infractions mais parce qu'ils étaient plus faciles à attraper, et il y a eu des gosses de 13 ans qui ont fait 46 heures de garde à vue, qui ont été déférés, et je me souviens de quand je suis rentrée au tribunal de Bobigny dans les geôles du dépôt et qu'il y avait des gosses partout dans les geôles, mais des enfants de 13-14 ans en larmes, qui étaient avec en fait des éducateurs de la PJJ parce qu'ils font un rapport, etc., et qui n'arrivaient même plus à parler tellement ils étaient traumatisés, qui avaient été ultra violentés par la police. Je me souviens d'un des enfants que j'ai défendu qui n'avait pas sa chaussure depuis le premier jour de sa garde à vue parce qu'il avait été tellement frappé qu'il avait perdu sa chaussure, et jusqu'à ce qu'il sorte, il ne l'a jamais retrouvée. Et en fait, c'est des enfants, quoi. Donc le fait même, de toute façon, pour moi, qu'on puisse poursuivre pénalement des enfants, condamner des enfants et enfermer des enfants, c'est déjà une aberration à tous les niveaux. Et donc évidemment, par ailleurs, que cette loi, elle s'inscrit non seulement comme une réponse politique et pénale aux révoltes après la mort de Naël, parce que le pouvoir a eu très très peur, en fait, aussi la politisation jeune de ces gosses, parce qu'ils étaient jeunes et ils étaient révoltés par la mort de Naël, et je pense qu'ils ont voulu frapper très très fort, ils ont voulu frapper leur famille, et en fait c'est une traduction, oui, ça, même si ça va un cran plus loin, de la circulaire qui avait été rédigée par Dupond-Moretti à l'époque, qui organisait une punition sociale et collective par le menu, en disant les gosses, faut les déférer, faut les poursuivre, les parents, faut les attraper aussi. Et en fait, ils sont en train de formaliser tout ça avec des mesures atroces. Évidemment, la comparution immédiate à partir de 15 ans, c'est abominable. Quiconque est déjà allé en comparution immédiate et imagine des enfants dans le box, enfin, c'est affreux. Mais je pense que ça répond aussi à une tentative d'embrigadement de la jeunesse plus générale, même si là, évidemment, ça cible les plus exposés, donc les jeunes de quartier, les plus pauvres, les personnes racisées. Ouais. Mais de manière générale, on voit qu'avec
le tournant répressif et plus généralement la pression à la militarisation, les discussions sur le SNU, le service militaire, comment va falloir en réalité que les étudiants qui ne peuvent pas financer leurs études, s'ils font le service militaire volontaire, comme dit Édouard Philippe, on peut leur payer leurs études, etc. On commence par attaquer plus dur les plus précaires, mais c'est une dynamique générale de durcissement répressif à l'encontre de l'ensemble de la jeunesse, quoi. Et justement, mardi 25 mars, la CGT-PJJ était rassemblée devant le Sénat pour dénoncer les dérives de cette proposition de loi. On écoute. Jusqu'à 18 ans, un enfant doit rester un enfant et on doit intervenir sur un champ beaucoup plus large qu'une simple insertion classique pour pouvoir éviter la récidive, la réitération et surtout pour lui permettre de mieux grandir et de comprendre ses actes pour devenir un adulte responsable en fait. Tant qu'on ne résout pas la question aussi des moyens donnés à la justice des enfants, ça ne réglera rien. On aura beau légiférer dans tous les sens et souvent avec dans l'émotion, parce qu'on prend des faits divers qui sont dramatiques bien évidemment, mais qui sont souvent quand même isolés, pour faire un peu de sensationnalisme et de proposer des lois qui ne règlent rien et surtout qui vont amener beaucoup plus de sévérité dans le traitement de ces enfants. Ta réforme, on n'en veut pas! Attal! Ta réforme, on n'en veut pas! Attal! Ta réforme, on n'en veut pas! Un enfant ne naît pas, personne n'est délinquant. On le devient quand on est abîmé à force de trauma, à force de non-résilience, à force de non-réparation, de non-reconnaissance de la justice, de la famille, du mal-être que l'enfant déjà tout petit a pu vivre, qui fait que du coup on arrive à l'adolescence, une période où on est émotionnellement le plus abîmé et du coup on pète. Nous, acteurs de terrain, à aucune instance de dialogue social, nous avons débattu sur ces questions-là. Voilà, avec que ce soit les gardes des Sceaux, la directrice de la PJJ, on n'a jamais débattu là-dessus puisque nous étions tous convaincus, et ça depuis 1945 en fait. Toutes les études de l'Organisation mondiale de la santé, de la psychanalyse ou de la psychologie ont montré et démontré que du coup pour réparer la société, il faut d'abord réparer aussi la victime, enfin l'auteur qui est avant tout une victime. Ah mais c'est que ça, c'est du contrôle, on se rapproche. Il n'y a jamais eu autant de gamins détenus. Ouais. On a atteint les 900 mineurs détenus l'année dernière, alors que ça a explosé. C'est pas d'enfermer ou de pas enfermer les gamins, la question qui va régler la question de la délinquance des mineurs. C'est bien tout le travail éducatif qu'on met en place qui va permettre à un moment donné que le gamin il va comprendre quelle place il a dans la société, qu'il y a un rapport à la loi à avoir pour respecter et faire en sorte que tout le monde puisse vivre correctement. Attal, tu comprends que dalle! Attal, tu comprends que dalle! Pourquoi, selon vous, le gouvernement a choisi d'accélérer plutôt les procédures plutôt que de renforcer les moyens de protection judiciaire de la jeunesse ou de l'éducation nationale qui étaient prioritaires, comme on l'a dit justement au début de cette émission? Je sais pas qui... Oui, moi ça me paraît évident. D'abord, c'est une réponse au populisme ambiant, répressif, où en fait on a été intoxiqué par des discours, des fake news en fait, des discours qui consistent à dire que la justice est trop laxiste, qu'il y a un ensauvagement de la France, qu'il y a un ensauvagement des jeunes, qu'il y a finalement un laxisme généralisé dans la société, qu'il faut désormais avoir une approche beaucoup plus répressive, qu'il n'y a que le répressif qui marche, etc. Et d'ailleurs, moi, ça me fait dire une chose, c'est que
toute cette vague réactionnaire à laquelle on assiste impuissant, qui déferle en permanence aujourd'hui à travers tous les projets de loi, de plus en plus répressifs, etc., tout ça repose sur des fake news, tout ça repose sur des mensonges. Quand Gabriel Attal dit les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'en 1945, déjà, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je trouve ça étrange comme formulation. C'est une formulation que Marine Le Pen aurait pu dire, soit dit en passant. Mais bon, bref, je lui laisse le bénéfice du doute sur cette formulation. Mais surtout, il sous-entend que le pays serait plus dangereux aujourd'hui, notamment par les jeunes, etc. Ce qui est faux. Le pays aujourd'hui est beaucoup plus sûr et beaucoup plus, est beaucoup moins dangereux, entre guillemets, qu'en 1945. Enfin, je veux dire, c'est une évidence que qu'aucun expert ne pourra contester. Donc, ce qui d'abord, moi, me frappe et que je trouve très intéressant, c'est que tous ces discours répressifs reposent sur des fake news, reposent sur des mensonges. De la même manière que les discours carcéraux, expliquant que la prison, ça marche, que la répression, ça marche, etc., également reposent sur des fake news, parce qu'en réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation entre la répressivité, je ne sais pas si ça se dit, hein, voilà, d'un pays et le fait qu'il y ait de la sécurité ou non. Donc, déjà, cette vague réactionnaire est une vague populiste et qui, je dirais, est presque complotiste parce qu'elle repose sur des mensonges. Et mon autre inquiétude, qui est cette fois peut-être plus concrète et liée à ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on voit bien comment les choses fonctionnent. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet cliquet, mais c'est à chaque fois, on casse des tabous. À chaque fois, il y a des lois sécuritaires, répressives, qui vont casser un petit tabou. On va tout d'un coup permettre, je sais pas moi, par exemple, l'utilisation de drones par la police. On l'a vu là, il y a cet été, la vidéosurveillance intelligente utilisée dans les stades. Et en fait, ça va rester. On avait dit que c'était juste pour les JO et ça reste, etc. Là, on casse un autre tabou, l'emprisonnement des enfants, l'emprisonnement, en tout cas des adolescents. On sait très bien comment ça marche. À partir du moment où on casse des tabous, à partir du moment où les lois inscrivent des nouvelles dispositions répressives, disciplinaires, etc., ça reste après, parce que ça les normalise, ça les rend acceptables aux yeux de l'opinion publique, etc. Et donc, en fait, il y a aussi quelque chose dont il faut prendre conscience, je pense que autour du plateau ici, on en a tous parfaitement conscience, c'est que ce que fait le gouvernement depuis des années, c'est aussi normaliser des pratiques extrêmement autoritaires, extrêmement répressives, qui, en fait, d'une certaine manière, à mon sens, préparent l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Parce qu'à partir du moment où on normalise un arsenal législatif et répressif qui, en fait, a traditionnellement plutôt appartenu au camp ultra-réactionnaire de la droite dure ou de l'extrême droite, de facto, on donne raison à l'extrême droite et l'extrême droite après pourra dire, bah, vous voyez, on n'est pas extrémiste puisque c'est Gabriel Attal, le centriste Gabriel Attal, je plaisante évidemment, vous comprenez ce que je veux dire, qui a mis en place des mesures qui sont inspirées par nous. Donc c'est pour ça qu'il y a lieu de vraiment s'inquiéter par tout ce qui se passe. En plus, comme l'a dit notamment Elsa, sur cette déshumanisation de l'enfance et qui est tout à fait d'ailleurs symptomatique d'une époque qui ne fait plus preuve d'empathie et qui vraiment est d'une inhumanité assez folle. Justement, juste avant de vous donner la parole, je rajouterai juste aussi une question supplémentaire, c'est est-ce que cette loi aussi, elle s'inscrit dans une droitisation du débat public avec un ministre de l'Intérieur justement et son compère de la justice qui cible toujours les mêmes jeunes, comme on l'a dit, souvent issus des quartiers populaires? Oui, bien sûr. Moi, quand j'entends à l'Assemblée nationale Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Aurore Berger, ces personnes pourraient être ministres de Madame Le Pen, finalement, quand on les écoute parler. Et d'ailleurs, ils sont les liens entre la droite, enfin l'extrême centre et l'extrême droite, et ils préparent la convergence des droites, l'arc réactionnaire contre l'alliance à gauche. Ce pouvoir, de toute façon, ne tient que par la brutalité. Il a tenu pendant les Gilets jaunes par les violences policières, pendant les retraites par les violences policières. Et la dérive autoritaire, elle est là depuis la fin du quinquennat Hollande, avec la brutalité qui a eu lieu contre les manifestations pour les opposants contre la loi El Khomri, les personnes, les militants écologistes pendant la COP21, les personnes qui étaient opposées aux mesures antiterroristes après les attentats du Bataclan et donc à la mise en œuvre de la loi renseignement, de Bernard Cazeneuve, de l'état d'urgence, etc. Donc moi j'ai compté depuis 2017, il y a plus de 33 lois
qui contiennent des mesures liberticides. Et on a vu que toutes les lois qui prétendaient lutter contre le terrorisme, qui prétendaient être là pour notre sécurité, qui n'ont jamais été évaluées, qui la plupart du temps ne servent à rien, permettent de brutaliser d'autres personnes. On prend souvent l'exemple, par exemple, de la loi séparatisme. Soi-disant, c'était pour lutter contre le terreau, du terrorisme, etc. En réalité, c'est une loi islamophobe. Et quand on regarde les dispositions sur les dissolutions d'associations, par exemple, elles ont servi à quoi? Elles ont servi à dissoudre des associations antifascistes, et elles ont servi à essayer de dissoudre des associations antiracistes ou à dissoudre les soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre, c'est la loi séparatisme qui permet de les dissoudre. Et là, il peut se passer la même chose avec d'autres mesures. Et maintenant, des personnes appellent carrément à dissoudre la France insoumise avec la loi séparatisme. C'est ça, c'est là où on en est. Et la loi de Gabriel Attal, c'est exactement ça. Si Madame Le Pen arrive au pouvoir en 2027, et j'espère que ce ne sera pas le cas, l'arsenal législatif est déjà là pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. On parlera peut-être après de la loi narcotrafic, qui permet d'enfermer des personnes pour criminalité organisée dans des lieux d'isolement extrêmement pareil, qui correspondent à des pratiques qui existaient en France il y a plus de 40 ans, qui avaient été supprimées parce qu'elles étaient inhumaines. On en revient à ça. De la même manière que la loi, on le disait tout à l'heure, cette loi sur la comparution immédiate, elle permettra de brutaliser d'autant plus les personnes racisées qui vivent dans les quartiers populaires. La loi immigration est une loi qui est au service de l'extrême droite. Et l'état de droit est de plus en plus défaillant, puisqu'il n'y a pratiquement plus aucun rempart pour faire face à ce type de loi. Dès que le Conseil constitutionnel, qui est pourtant une institution vraiment pas courageuse, censure des dispositions ouvertement liberticides, le Conseil constitutionnel, le Rassemblement national, appelle à dissoudre ou à mettre fin à cette institution. Et cette institution, on voit bien que la plupart des personnes qui ont été nommées récemment sont des personnes de droite, et vraiment des LR ou des macronistes d'extrême centre donc convaincus. Le texte ne pourra pas être retoqué. Voilà, et donc il y aura les remparts, les digues s'effondrent peu à peu. Et monsieur parlait des drones, les drones policiers. Le préfet Didier Lallement les utilisait pendant le confinement alors qu'ils étaient illégaux. Ensuite, il y a eu la loi sécurité globale qui a été censurée. Et après, ils ont revu leur copie. Ils ont mis en place une nouvelle loi qui s'appelle sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, où il y a les drones. Il n'y a aucune garantie pour les utiliser, pour prouver que vraiment c'est utile. Mais dorénavant, toutes les manifestations sont survolées par des drones, et ça qui permettent indirectement la reconnaissance faciale. Donc c'est les manifestations contre les retraites, pour soutenir le peuple palestinien, les manifestations qui étaient contre les Jeux Olympiques, de collectifs, et tout ça est surveillé par drone de manière permanente. Voilà. Et justement, Elsa, une question un peu plus en droit. Donc, la comparution immédiate, on a parlé pour les mineurs de 15 ans. On a l'impression que c'est aussi une forme de justice expéditive pour les enfants. Est-ce qu'on peut dire qu'une ligne rouge a été franchie et qu'elle piétine d'une certaine façon les principes fondateurs de notre justice des mineurs, et donc comme si on calquait un peu cette justice des adultes? Maintenant, ça va être une justice aussi qu'on va mettre pour les mineurs. Alors, oui et non, dans le sens où, comme je le disais, évidemment que la comparution immédiate pour les mineurs, c'est abominable. Je sais même pas comment c'est possible pour un enfant de supporter ça, et même déjà, moi je le disais, mais quand je les vois dans les commissariats, dans les dépôts, devant les procureurs, je les trouve déjà très très courageux, et je me demande si j'aurais eu leur courage à leur âge. Une comparution immédiate, c'est atroce. Évidemment que c'est de la justice expéditive. Il n'y a pas le temps de se défendre. Souvent, c'est des jeunes... Enfin, tu peux te faire rattraper chez toi, garde à vue, déferment, bim, dans le box. Et après, parfois, tu pars au trou comme ça, quoi. Donc, c'est évidemment abominable. Mais ça ne devrait pas exister pour les majeurs non plus. Et est-ce que c'est une ligne rouge ? Oui, mais en fait, des lignes rouges, il y en a 150 avant. Et comme il y a déjà eu tout un tas de réformes de la justice des mineurs qui durcissent leur régime, notamment en 2021, etc. Et je pense que le problème, c'est qu'il faut avoir une vision d'ensemble et comprendre d'où ça vient. Parce que, oui, c'est calqué sur la justice des majeurs, mais la justice des majeurs est par ailleurs déjà un problème aussi. Et que, de manière générale, ça date pas non plus d'hier. Moi, je pense que pour réagir un peu à la manière dont la discussion elle était posée, est-ce que ça remet de plus en plus en cause les principes, etc. Encore une fois, oui et non, parce que je pense que
En réalité, quand le régime est en crise, comme c'est le cas depuis non seulement plusieurs mois avec sa crise terminale, la dissolution, tout ce que vous voulez, mais en fait depuis, en France, au moins depuis 2010, les principes abstraits de la démocratie libérale deviennent de plus en plus formels et apparaissent pour ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire de l'affichage pur et simple. Et que là, on voit le visage en réalité des grands principes de ce qu'on appelle l'état de droit, qui pour moi est une fiction, que c'est la séparation des pouvoirs, la proportionnalité de la peine, le principe de l'égalité des délits et des peines, tout ce que vous voulez. En fait, ça n'a aucune espèce de réalité en pratique, et pas seulement parce que c'est l'axe réactionnaire qui est au pouvoir de Retailleau, etc., mais ça remonte à largement avant. Les premières dispositions extrêmement graves qui ont été adoptées, c'est par le Parti socialiste. Le Parti socialiste, c'est la loi Cazeneuve, donc c'est le permis de tuer en 2017. C'est les premiers dispositifs antiterroristes en 2015 avec l'état d'urgence et qui ont ensuite été intégrés en fait dans le droit commun à partir de 2017. Ils remettent sur la table le débat sur la déchéance de nationalité. C'est la loi sur l'apologie du terrorisme que je connais parce que je sors d'audience et je viens d'en plaider une. Et on voit à quel point c'est atroce, à quel point ça sert en fait à criminaliser et la peine encourue, c'est 7 ans pour des gens en fait qui défendent une position différente de la France sur, en réalité, le conflit israélo-palestinien. Tout ça, c'est le Parti socialiste. Et c'est pour ça que, pour moi, quand on discute de ça, on ne peut pas opposer d'un côté les réactionnaires qui seraient Retailleau, Marine Le Pen, etc., même si eux, voilà, c'est les plus méchants des plus méchants, et de l'autre côté, les progressistes, la gauche, parce que pour moi, le problème, c'est qu'en réalité, quand le régime il est en crise, quelle que soit la formation politique institutionnelle, elle prend le visage de celui qui défend les institutions, et s'il n'y a plus de voix institutionnelle pour maintenir le pouvoir, il prend la voie de la force. Et ça, il l'organise, il l'habille, il en fait des lois, etc. Et c'est pour ça que je pense que même la limite, c'est qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, et on va discuter de la loi narcotrafic, se pose même la question de la voter. Mais si le Parti socialiste il est en mesure de donner son avis au sein du Parlement sur la loi narcotrafic, c'est parce qu'avant, il y a eu le NFP et qu'on nous a dit le problème, c'est qu'il faut faire alliance avec le diable et sa grand-mère contre, en réalité, l'extrême droite. Sauf qu'aujourd'hui, l'extrême droite, elle est au pouvoir. Retailleau ou Marine Le Pen, enfin voilà, je pense que c'est globalement interchangeable. Enfin, ils ont peut-être des désaccords de nuances, mais je pense que le programme c'est quand même le même et ça se voit. Non seulement Retailleau, mais même Gabriel Attal. Donc non seulement ça nous pose la question de pourquoi est-ce qu'il fallait voter Parti socialiste avant, alors que c'est eux qui vont faire adopter ce type de loi, notamment la loi narcotrafic, qui sont en train de se poser la question, mais même de pourquoi il fallait faire le front républicain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés voter pour non seulement les macronistes, c'est ceux qui font ces lois-là aujourd'hui, voire pour les républicains. Moi, c'est ce que je discutais à l'époque. Il y avait des potes qui m'ont dit en panique, terrorisés, j'ai fait le Front républicain, qui se sont retrouvés à voter, mais à droite. Et ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, sont en train de passer ces lois-là. Donc, si je dis ça, c'est pourquoi ? Pour dire que, évidemment, moi, je suis avocate. Je fais beaucoup de droit pénal. Je défends évidemment que des prévenus, des gens qui sont accusés par l'État. Je suis aux premières loges de ce que c'est que les conséquences humaines de ce type de dispositif. Et je suis horrifiée à l'idée de si ma prochaine permanence de comparution immédiate à Bobigny, je me retrouve avec un gamin de 15 ans, je ne peux même pas imaginer ce que c'est. Moi, je pense qu'il faut mettre toute son énergie à lutter contre ces lois abominables, que ce soit celle-ci, on va parler de la loi narcotrafic, effectivement, qui permettent d'enfermer, on y reviendra, mais que cet affrontement-là, il se passera, oui, dans la rue, avec le rapport de force, parce qu'on voit que la voie institutionnelle, c'est celle qui a permis l'instauration de ces dispositifs, y compris avec l'accompagnement du Parti socialiste. Merci beaucoup. Alors, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission, donc deuxième sujet de cette émission consacrée à la loi visant à lutter contre le narcotrafic. Mais en attendant, petit récap des autres actus de la journée. C'est moins que ce qu'avait prévu le gouvernement. Le déficit public de la France a atteint 5,8% du produit intérieur brut en 2024, un peu mieux que les 6% anticipés, a annoncé l'INSEE aujourd'hui. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, avait récemment prévenu que le déficit pourrait ressortir un tout petit peu meilleur que prévu en 2024. Son niveau reste toutefois très éloigné des 4,4%, encore espéré à l'automne 2023, du fait de recettes moins dynamiques qu'anticipées. Après 5,4% en 2023, un niveau revu en légère baisse. Le déficit public de 2024 s'explique par une accélération de 3,9% des dépenses publiques l'an dernier. Malgré tout, le gouvernement compte ramener le déficit à 5,4% du PIB en 2025, avant de repasser sous la limite européenne de 3% en 2029.
Côté dette française, elle a atteint 113% du PIB, soit 3 305 milliards d'euros au 4e trimestre 2024. Au sein de l'Union monétaire, seules la Grèce et l'Italie ont une dette publique plus élevée que la France, alors que le pays affiche la pire performance en matière de déficit public. C'est le 3e sommet de ce que la France appelle la coalition des volontaires. Une trentaine de dirigeants se sont réunis à Paris aujourd'hui pour discuter avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la fin de ce sommet, Emmanuel Macron a pris la parole lors d'une conférence. Après avoir réaffirmé que l'objectif reste la paix en Ukraine et que la levée des sanctions contre la Russie n'était pas à l'ordre du jour, le président a évoqué la création d'une force de réassurance qui serait déployée par quelques États membres en Ukraine en cas de paix. Ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France, elle est souhaitée par l'Ukraine et elle est aussi actée par plusieurs États membres qui ont marqué leur volonté de s'y joindre. Comment nous allons préparer les choses? Par la mission qui a été confiée aux 2 chefs d'état-major des armées, britanniques et français. Ils vont se rendre et travailler, bâtir une équipe qui va se rendre et travailler avec une équipe ukrainienne. Et donc rien n'est exclu à date et nous regardons le maritime, l'aérien et le terrestre. Mais vous l'avez bien compris, on appelle bien ça force de réassurance et ça ne se substitue pas ni à des forces qui assureraient du maintien de la paix sur la ligne de contact, ni à une armée ukrainienne que nous voulons robuste. Cette annonce fait suite à l'engagement d'Emmanuel Macron qui a promis hier une aide militaire de 2 milliards d'euros à l'Ukraine. De retour sur le plateau du Média en compagnie de nos invités. Si vous nous rejoignez, bonsoir. Je suis en compagnie donc de Gabrielle Catala, députée LFI, Elsa Marcel, avocate et militante à Révolution Permanente, ainsi que Mathieu Slama, essayiste. Donc après avoir exploré les controverses entourant la proposition de loi sur la justice des mineurs, intéressons-nous maintenant à un autre texte législatif en cours d'examen, la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 4 février dernier. Cette proposition est actuellement débattue à l'Assemblée nationale. Elle prévoit des mesures clés pour renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants et faciliter le travail des enquêteurs sur les terrains. Les principales mesures de la proposition de loi sont la création d'un parquet national anti-criminalité organisée, le renforcement des outils de lutte contre le blanchiment d'argent, l'extension des prérogatives des services de renseignement ou encore la création d'un dossier coffre. Mais ces mesures suscitent des débats, notamment concernant l'équilibre entre efficacité de la lutte contre le narcotrafic et respect des libertés individuelles. Donc il y a eu l'unanimité au Sénat justement lors de l'adoption de cette proposition de loi qui est quand même assez notable. Quels sont selon vous les enjeux politiques derrière ce consensus apparent ? Eh bien, c'est que les sénateurs manquent beaucoup de courage. Effectivement, il y a des parlementaires qui pensent que quand le titre d'une loi est positif, c'est-à-dire sortir la France du narcotrafic, il faut absolument voter contre, sinon l'opinion ne va pas voter pour, sinon l'opinion ne va pas comprendre la position de vote. Or, quand on regarde cette loi, c'est le musée des horreurs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen supplémentaire pour les services d'enquête, alors qu'il manque 2500 enquêteurs spécialisés sur le narcotrafic en France. Dans le budget qui est passé par 49.3, donc on n'a même pas pu voter, il y avait la suppression de 5000 agents de police judiciaire, ce qui me paraît être une aberration. On a un manque de magistrats qui peuvent enquêter sur le blanchiment et la grande criminalité au parquet national financier ou les juges d'instruction qui ne sont pas assez nombreux en France. Et pareil, à l'Assemblée nationale, on avait voté tous les amendements pour qu'il y ait des recrutements supplémentaires qui ont été balayés par le 49.3 ensuite de M. Bayrou. Et donc là, typiquement, c'est comme la loi dont on discutait juste avant de Gabriel Attal, c'est une loi martiale pour montrer les muscles, avec que des dispositions de répression pour se donner l'air d'agir sans aucun moyen. Et on a donc l'extension de la loi renseignement de M. Cazeneuve, qui devait être temporaire et sur le terrorisme, et qui maintenant va s'étendre à la criminalité organisée. Donc la criminalité organisée, quand on en parle, c'est toute une batterie d'infractions. C'est aussi l'association de malfaiteurs qui va être utilisée contre des militants écologistes, contre des personnes qui défendent des exilés aux frontières. Donc c'est une infraction telle qu'elle est rédigée, qui est une loi scélérate qui ne devrait même pas exister. On va avoir la création de nouveaux quartiers haute sécurité qui sont inhumains, qui sont ce qu'on appelle de la torture blanche, c'est-à-dire l'individu est privé d'activité, il est privé de voir sa famille, il est fouillé systématiquement avant d'arriver au parloir, il est sans cesse surveillé, et c'est un dispositif qui avait été supprimé par Badinter il y a environ 40 ans, en 82.
Donc pareil, on revient 40 ans en arrière sur le respect des droits des détenus, alors même que moi, de mon point de vue, l'isolement tel qu'il existe en France, qu'on appelle le mitard, qui est un lieu extrêmement violent où l'individu, pareil, ça rend complètement fou, en fait, ne devrait même pas exister. Et il n'existe pas, par exemple, au Canada, le mitard qui existe en France n'existe même pas. On va avoir ensuite le dossier coffre, qui permet de surveiller, en fait, à l'individu qui est mis en cause et à son avocat de ne pas avoir accès à à un côté de l'enquête. Et ça pareil, ça porte atteinte au droit de la défense, au droit du contradictoire. On a une disposition délirante qui permet au préfet de fermer, quand il y a un doute, des commerces où il y aurait du trafic. Et quand on en a débattu à l'Assemblée, l'extrême droite a cité les exemples de kebab, de bar à chicha, de boucher et de je ne sais quoi, de petits commerces. Et donc là, pareil, en fait, un pouvoir d'extrême droite qui arriverait en 2027 pourrait l'utiliser contre toutes les personnes qui ont des petits commerces dans les quartiers populaires en les accusant de faire du trafic de stupéfiants. Et donc, ce sera encore les personnes racisées qui seront victimes de ces dispositions-là. Et donc, nous, encore une fois, nous, on va voter contre le texte, on a été très clair, on a mis de la suppression sur les articles, on a déposé toute une batterie d'amendements pour changer le logis, pour qu'il y ait des moyens, pour légaliser le cannabis, pour supprimer toutes ces dispositions répressives, mais on est un peu seul, puisque même à l'Assemblée, donc évidemment, l'extrême droite se frotte les mains et vote pour toutes les dispositions, et les socialistes finalement sont opposés au quartier haute sécurité et au dossier coffre, mais ils envisagent juste de s'abstenir au final, comme les écologistes, et pas de voter contre. Après, on va saisir le Conseil constitutionnel, forcément, mais le Conseil constitutionnel il est présidé par Richard Ferrand, donc on n'a pas non plus grand espoir pour qu'il censure l'ensemble des dispositions, mais on espère que sur les quartiers haute sécurité, sur les dispositions qui sont les pires, il y ait quand même une censure constitutionnelle. Justement, avant de vous laisser réagir, Mathieu Elsa, donc on parlait de la mise en place du dossier coffre qui vise à protéger les enquêteurs en restreignant l'accès à certaines informations sensibles, une mesure qui a été décriée même dans les rangs macronistes. On écoute. Sur ce texte, il y a un point qui me dérange, c'est que l'avocat est présenté très souvent comme si c'était un complice de son client. Or, l'avocat est justement là pour s'assurer que la loi est respectée, que les droits de la défense sont respectés. Et quelle que soit la personne qui est jugée, vous devez avoir un minimum de garantie et l'avocat doit savoir justement qu'est-ce qui est reproché à son client. Donc, cette question de dossier coffre, c'est une question d'égalité d'armes devant la justice et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, quel que soit l'objectif recherché, à ce qu'on maintienne le procès équitable. Comment garantir justement que cette mesure ne porte pas atteinte aux droits de la défense ? On ne peut pas. Je veux dire, c'est le sens même de cette mesure-là et qui a vocation, effectivement, comme tout un tas de dispositifs répressifs, à s'appliquer soi-disant aux 100 ou 200 pires narcotrafiquants de France, mais qui, en fait, vont être progressivement étendus à absolument tous les secteurs de la population qui posent problème au régime. Et je voudrais quand même revenir sur cette histoire de QHS rétabli, de quartier haute sécurité rétabli, parce que je pense que c'est vraiment une mesure abominable dont on ne parle pas assez au vu de ce que ça représente. Et je pense que c'est parce que les prisonniers, en fait, en France, personne ne les défend vraiment. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a l'OIP, tout un tas d'organisations, mais à échelle large, c'est une bonne matière pour tester les dispositifs les plus répressifs parce que les gens se disent, mais en fait, ils ne vont pas descendre dans la rue pour des prisonniers, alors qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus atroce. Pour rajouter quelques éléments, la France, c'est déjà le pays d'Europe qui a la loi la plus répressive sur la question des stupéfiants. C'est un des pays qui est les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention. Du point de vue de la surpopulation carcérale, même si pour moi, c'est pas le problème central, la surpopulation, c'est le problème même de l'existence de la prison comme outil de gestion, en fait, et de contrôle social. Mais c'est quand même, faut mesurer. C'est le 3e pays le pire derrière Chypre et la Roumanie, alors que la France, c'est censé être la 6e puissance mondiale. Moi, je pense pas du tout qu'il faut construire plus de prisons pour pouvoir mettre plus de gens plus à l'aise. Je pense qu'il faut libérer des gens, mais c'est pour prendre un peu la mesure de ce qu'on est en train de discuter et de l'écart entre ça et le niveau de propagande réactionnaire qui existe avec l'idée que les détenus, ils se feraient faire des massages, etc. Alors que l'isolement, mais en fait, c'est un truc qui est établi médicalement, y compris par le Comité européen contre la torture, etc., que c'est quelque chose qui rend fou. Et la particularité, en fait, des dispositifs, non seulement les QHS, là, ils veulent effectivement interdire les promenades collectives, les contacts téléphoniques avec la famille, ou en tout cas les réduire énormément. Ils veulent instaurer des parloirs, en fait, vitrés. Donc, c'est ce qui existe dans les films aux États-Unis, dans les pires prisons, avec les détenus qui attendent dans le couloir de la mort, qui peuvent même plus toucher leurs femmes et leurs enfants, qui discutent au téléphone. C'est ça qu'ils veulent faire. Et sur le régime de l'isolement, aujourd'hui, effectivement, c'est 3 mois renouvelables, etc. Darmanin, son idée, c'est que ce régime-là, il puisse durer jusqu'à 4 ans, renouvelable de manière illimitée et imposé sur décision du garde des Sceaux.
Donc je veux dire, il faut prendre la mesure quand même du changement de paradigme, sachant qu'on discute déjà du fait que l'isolement, effectivement, c'est quelque chose qui rend les gens fous, qui est établi en fait par tout un tas d'organismes de défense des droits de l'homme, par des personnels de santé, c'est une évidence, mais dans un contexte où la France, cette grande démocratie libérale, ce merveilleux pays des droits de l'homme, et j'en profite pour le dire ici, qui détient aussi le plus ancien prisonnier politique d'Europe, qui est enfermé depuis 41 ans. Donc c'est comme ça que la France, elle traite les prisonniers, il faut le savoir, mais c'est un des pires pays dans lesquels être enfermé. Et aujourd'hui, ces mesures, en particulier sur l'isolement, il faut les dénoncer, et il faut dire qu'il ne faut pas plus de sécurité dans les prisons, il ne faut même pas plus de places de prison, il faut juste libérer les personnes qui sont enfermées. Une réaction, oui, Mathieu. Moi, ma réaction, c'est plus globalement, parce que je n'ai pas les compétences que vous avez précisément sur le sujet. Je pense, moi, que la France et les politiques ont fait un choix très clair après les attentats de 2015. C'est de sacrifier les libertés publiques au profit d'une hypothétique sécurité. Voilà. C'est un choix qui a été fait, donc qui a été fait, en fait, par, en effet, François Hollande, il faut le dire, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une logique de l'état d'urgence et donc des lois d'exception qui vont avec. Et qui dit loi d'exception dit loi exceptionnelle qui contreviennent à l'état de droit au nom de l'urgence de la situation. Donc c'est un choix qui a été fait. Ce choix-là, il a infusé toute la société et on s'est retrouvé avec un Emmanuel Macron qui a dit devant des policiers cette phrase qui moi, m'a marqué. Il a dit « la sécurité est la première des libertés », qui est une phrase qui était la phrase de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, qui est une phrase, un slogan le péniste des années 80, que Emmanuel Macron, moi je ne pense pas qu'Emmanuel Macron a sciemment repris, je pense qu'il ne le savait même pas. Ça montre aussi un peu son inculture politique à mon sens, mais ça nous donne une indication sur la pente que notre démocratie a pris ces dernières années. Elsa disait que l'état de droit est une fiction, et je suis complètement d'accord avec ça. L'état de droit, ça ne veut rien dire en soi. Les lois sont des choix humains qui sont votés et qui ont toujours eu d'ailleurs une coloration répressive. Néanmoins, il faut quand même dire que la culture de l'état de droit, la culture des libertés publiques s'est affaiblie. Il y a 40 ans, Robert Badinter disait qu'il croyait que chaque être humain avait le droit à devenir meilleur et qu'il disait que ça devait être le cœur de toute décision politique. On est très, 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 très loin de ça aujourd'hui. Et on a un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dit ouvertement que l'état de droit n'est pas intangible. Donc il dit ouvertement que l'état de droit, qui est quand même le socle de notre démocratie, évidemment en tant que principe, est sans doute abstrait, formel, mais enfin, on a un ministre qui est à l'origine donc, de cette loi, qui considère que l'état de droit est à jeter à la poubelle. Donc en fait, on n'est pas étonné d'avoir des erreurs pareilles dans cette loi, des mesures inhumaines, des mesures de renseignement. Quand même, il y a, je crois, une disposition qui est en train d'être discutée qui reviendrait à faciliter la détection des messages privés des Français sur WhatsApp, ça a été supprimé, mais ça va être mis, il me semble, en discussion. Bon, donc on a là, encore une fois, le signal d'un déclin vraiment très très profond et durable à mon sens de la culture des libertés publiques. Et d'ailleurs on le voit même à droite. À droite avant il y avait quand même des gens qui défendaient les libertés publiques. Il y avait quelques personnes, ils n'étaient pas très nombreux, mais qui s'inquiétaient des atteintes aux libertés, etc. Moi je me rappelle de la loi sécurité globale, quand il y avait eu cette fameuse disposition sur les casseurs, qui était une disposition épouvantable, qui nous ramenait quasiment à Vichy du point de vue de la sévérité de la loi. Il y a par exemple Charles de Courson, d'autres parlementaires de droite qui s'était quand même ému. Bon, ça a disparu. Donc, je dis quand même que cette loi est quand même le révélateur de tout ce qu'on a dit dans cette émission, mais aussi, je le pense sincèrement, d'une culture répressive qui est en train de totalement remplacer une culture des libertés publiques et, au fond, qui a été longtemps une culture républicaine de gauche, qui héritait de Léon Blum, mais de plein d'autres. Voilà. Dernière question. Alors, il nous reste 3 minutes, donc pour que chacun puisse répondre, on va essayer de faire très court. Est-ce que vous pensez justement que le gouvernement cherche à envoyer un signal fort à l'opinion publique en adoptant des mesures de plus en plus répressives ? Ils veulent faire comme s'ils agissaient. Et c'est vrai que pour vraiment se rendre compte de la gravité de ce type de mesures, sachant qu'il y a peu de place sur les médias dominants
pour en parler, pour donner des détails, pour avoir un vrai débat honnête intellectuellement, les gens vont se dire tiens, ils agissent contre la criminalité organisée, mais sans regarder vraiment dans les détails. Et comme évidemment, c'est pas à la mode de défendre les prisonniers, pardon, allez-y parce que Non, mais en 2 mots. En fait, je pense que est-ce que c'est pour envoyer un signal fort ? Oui et non, parce que moi, je pense que c'est quand même un gouvernement qui reste faible. Il y a une grosse contradiction, en fait, dans l'état de la situation, dans le sens où c'est un gouvernement détesté, qui a absolument aucune légitimité et qui a accumulé, en fait, un niveau de détestation et de haine, que ce soit contre les institutions en général, les dissolutions, tout ce que vous voulez, mais aussi contre la figure présidentielle de Macron, qui fait que la réalité, c'est qu'ils choisissent le terrain sécuritaire aussi parce que c'est une manière de se protéger eux-mêmes et qu'ils en ont besoin, en fait, au fur et à mesure, d'accumuler de quoi diriger par la force, parce qu'il y a aussi un vrai problème, malgré tout, d'opposition, en fait, même si elle ne se traduit pas là dans la rue, parce qu'on est dans un pays qui s'est beaucoup battu, en fait, depuis 10 ans, et en fait, ça ne se décrète pas comme ça, et il y a aussi des contradictions qui s'accumulent sur ce terrain, mais la réalité, c'est qu'ils sont en train de s'armer pour savoir se défendre dans un contexte où, en réalité, ils sont soutenus par rien, quoi. Et je pense que, du coup, il faut le comprendre comme ça, parce que malgré tout, oui, c'est une manière de faire de l'agitation sur le problème du narcotrafic, etc. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont des relais médiatiques écrasants, etc. Alors qu'il y a quand même une grosse contradiction avec le sentiment des gens, le problème des salaires, l'inflation, et que moi, et je finis sur ça, moi aussi, ce que je trouve terrifiant, c'est le niveau de propagande islamophobe avec le meeting contre l'islamisme et tout qu'ils ont fait, mais qui est un truc, mais c'est fou, quoi. C'est vraiment une propagande raciste de masse, ultra décomplexé, retaillot, enfin c'est sans queue ni tête, ça devient. Mais moi j'ai l'impression parfois que c'est un sketch des inconnus. Malheureusement c'est pas drôle, mais je pense qu'effectivement eux ils ont un enjeu à défendre leurs propres intérêts, donc en fait attaquer la population musulmane ou assimilée et essayer de se défendre de cette manière-là, quoi. Un dernier mot, Mathieu. Oui, moi je ne suis pas d'accord. Sur un point, c'est que je pense que dans l'opinion publique, il faut le regarder en face, il y a tout un mouvement réactionnaire, répressif, on regarde les sondages régulièrement, on n'est pas loin de le rétablissement de la peine de mort pour une majorité de Français, on voit bien qu'il y a une demande de durcissement, etc. Moi, je pense qu'il faut regarder ça en face. Il faut regarder pourquoi la société française se droitise et devient de plus en plus réactionnaire. Et je pense que ça ne vient pas de nulle part. L'opinion publique, ça se construit, ça se crée, ça n'existe pas en soi. Donc en fait, c'est très simple. À partir du moment où vous avez des chaînes de télévision comme CNews qui, à longueur de journée, vous présentent des faits divers, plus atroces les uns que les autres, etc., les mettent ensemble, vont d'ailleurs mettre en avant en particulier les faits divers qui les arrangent, c'est-à-dire des faits divers qui sont commis par des étrangers ou par des personnes, comme on dit, sous EQTF, etc., etc. Donc vous avez ça en permanence sur des chaînes d'extrême droite, sur les réseaux sociaux d'extrême droite également, etc., etc. Et donc du coup, ça a construit aussi le sentiment dans l'opinion publique d'une France ensauvagée et d'un besoin de répression, de durcissement, etc. Je pense qu'il faut regarder en face cette montée des idées punitivistes, répressives au sein de la société française, parce que c'est une réalité et que ça accompagne des politiques de plus en plus à droite jusqu'à potentiellement l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et c'est la même chose sur le voile, etc. À partir du moment où vous avez des gens qui, en permanence, vous bassinent avec la question du voile, vous présentent la question du voile comme un danger. On a Bruno Retailleau qui a dit, là, je crois, hier ou avant-hier, vive le sport et abat le voile. Mais c'est effrayant, une phrase qui m'a glacé le sang. Qui m'a glacé le sang parce qu'on parle d'êtres humains, on parle de femmes musulmanes. Et quand un ministre de la République dit « à bas le voile », il y a là une violence verbale qui... On parlait des tabous qui étaient en train de sauter. Là, il y a un tabou qui saute, qui est monumental. Mais je dis, attention, regardons en face aussi la manière dont la société française elle-même se raidit sur tous ces sujets et aussi regardons les causes, évidemment, de cela. Merci Mathieu, merci Elsa, merci Gabriel, merci à vous de nous avoir écoutés, merci d'avoir regardé Au cœur de l'actualité sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien à nous envoyer par mail
vos opinions, si vous nous avez regardé à la télévision. Si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias.